Vous écoutez le troisième épisode de l'After Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle des technologies dans votre quotidien. Depuis la création de l'automobile, les technologies ont évolué de manière significative pour améliorer la performance, la sécurité et l'efficacité des véhicules. Nous allons voir ensemble les différentes étapes de cette évolution. Bonjour à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, parfaitement bien, nous enregistrons un dimanche matin, il fait Exactement. beau, le soleil qui tape sur mon visage pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est magnifique. Bref, on est dans des conditions optimales pour un son parfait et une émission assez intéressante si vous aimez l'automobile et même d'ailleurs si vous ne l'aimez pas, vous allez peut-être apprendre des choses intéressantes, en tout cas je l'espère. Moi je me suis bien amusé à créer le conducteur Ouais. et à apprendre plein de petits trucs. Alors je sais Sylvain que tu l'as regardé, est-ce que tu peux teaser, est-ce que tu peux en dire rapidement ce que tu en as pensé ? Bah écoute, très très beau conducteur. Merci. Effectivement, c'est toi qui l'as préparé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est très varié. On parle vraiment de différentes technologies actuelles, passées. Il y a de la chronologie, en tout cas, sur l'évolution de la technologie dans le domaine des voitures. Et je trouve que effectivement, c'est très intéressant. Il n'y a pas besoin, à mon avis, de beaucoup s'y connaître pour ceux qui nous écoutent. Pour découvrir pas mal de choses et éventuellement, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On n'hésitera pas à revenir dessus. Tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est moi qui ai fait le conducteur, Sylvain, et Ouais. crois-moi si tu veux, je n'y connaissais rien en voiture avant d'avoir créé le conducteur. Alors évidemment, il y aura peut-être quelques incohérences, peut-être quelques accrochements, achoppements, des choses comme ça. Alors n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis si vous apprenez des choses alors que vous étiez des super connaisseurs d'automobile, dites-le nous aussi parce que c'est cool quoi d'apprendre des choses nouvelles tout le temps et même quand on est déjà un spécialiste. Donc allez-y, hein. Et d'ailleurs, tiens, si vous aimez ce conducteur, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Patreon. Vous savez que le CKB Show, mychromebook.fr et tout ce que nous produisons sont totalement gratuits. Mais si vous aimez particulièrement notre épisode, nous entendre régulièrement, toutes les semaines, hein, finalement, dans nos oreilles, dans vos oreilles, hein, entre le CKB Show, l'After Show, entre les vidéos YouTube, vous pouvez nous soutenir financièrement, oui, parce qu'on a besoin d'être soutenu financièrement, ne serait-ce que pour pouvoir faire cet enregistrement aujourd'hui. On utilise des outils qui ont un coût. Et donc, si vous voulez en avoir encore un petit peu plus dans vos oreilles et de plus en plus d'ailleurs, allez sur patreon.com/mychromebook et à hauteur d'1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez d'ailleurs, hein, vous pouvez nous soutenir, nous aider à continuer à produire nos émissions. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas, en sachant qu'en plus, c'est sans engagement. Oui, vous restez avec nous tant que vous nous aimez. Le jour où vous nous aimez plus, on vous retient pas. Allez-y, vous pouvez partir. Mais évidemment, si vous voulez revenir, hein, on n'est pas contre non plus, hein. Donc, allez-y. Sachez qu'il y en a qui partent, donc remplacez ceux qui partent, et puis ainsi de suite. Ça fait des vases communicants qui sont hyper intéressants et qui nous enjoient, tiens, un nouveau mot que je vais rajouter, je ne sais pas s'il existe d'ailleurs, Ouais. particulièrement, ouais, ça nous enjoie, ça Ouais, marche ? mais écoute, on Ouais, est particulièrement. dans la sémantique soutenue aujourd'hui. Mmh, Bien joué. tout à fait. Alors on parle de voiture, Sylvain, qu'est-ce que tu connais le plus dans une voiture? Qu'est-ce que toi, connaisseur, émérite, automobile, quel est le premier élément que tu aimerais savoir sur les voitures? Bah, quand on a parlé du sujet et que tu m'as dit j'aimerais bien parler un peu des voitures, moi la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire de quoi on va parler, dans quelle optique on va le faire. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, bah, de base, c'est le moteur. Une voiture, un moteur, tout bête. Moi, je vais d'un point A à un point B. Et forcément, qui dit moteur, bah, de base, qu'est-ce que j'ai comme la plupart des gens? Un moteur à combustion. Et je me suis dit, tiens, au niveau du moteur à combustion, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement vis-à-vis de ça? Alors, plein de choses, hein, parce que là, tu penses moteur à combustion, mais sache-le, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on avait des chevaux qui tiraient nos carriotes. Ouais, Donc, et d'ailleurs, les chevaux, tu t'en entends toujours parler dans ta voiture, hein, le nombre ouais, de chevaux que tu as, le nombre de chevaux fiscaux, hein, ça vient pas de nulle part, hein. On avait, bien on sûr. avait des bourrins qui tiraient nos petites carriotes en bois avec nos grosses roues en bois, et on a vu les évolutions au fur et à mesure parce qu'on a eu besoin d'avoir des progrès dans cette technologie-là, dans cette matière-là
là parce qu'à un moment, c'est bien, mais les chevaux, ben, il faut les faire se reposer, il faut s'arrêter. Tu vois, les diligences, tu te souviens, dans les westerns, eh ben, c'était un peu l'idée. Ouais. Il fallait, d'un saloon à saloon, s'arrêter pour donner à boire et à manger aux chevaux. Maintenant, on met de l'essence ou de l'électricité, mais c'est un peu la même chose. On nourrit différemment notre bestiole. Et ben, le moteur à combustion, ben, c'est ce qui a remporté un petit peu la bataille ces derniers temps. Alors, un moteur à combustion, ça utilise une combinaison de carburant et d'air pour générer de la chaleur et créer une explosion. C'est presque un moteur à explosion, c'est C'est qui ça. entraîne un mouvement mécanique. C'est ce qui va permettre d'entraîner des chaînes, des courroies, des choses comme ça pour faire avancer ton véhicule, pour faire tourner simplement tes roues, basique. Toi, tu le fais déjà, tu as peut-être un moteur à combustion, tu respires et avec l'oxygène que tu as, tu crées de l'énergie et tu vas pouvoir pédaler comme un dingue sur ton vélo. Et c'est pratiquement la même chose finalement. À l'intérieur de toi, ça explose et tu crées de la combustion toi-même. C'est pas génial ça? Alors toi, ça ressort Exactement. comme de la vapeur d'eau. Lui, c'est du dioxyde de carbone. C'est moins bien, mais c'est Un déjà petit pas peu mal. moins bien, ouais. Grâce à ce mouvement, donc il est possible de faire avancer n'importe quel véhicule. Alors il existe plusieurs moteurs à combustion. Bon, il y en a deux principalement. Bah, vous les connaissez, un moteur essence et diesel. Ouais. Donc on convertit l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique classique, quoi. Ils ont gagné la bataille au XXe siècle. On a quasiment que ça. Mais aujourd'hui, on a une tendance à vouloir partir sur des moteurs différents d'ailleurs, parce que, bah, je viens de le dire, ça consomme du carbone, du pétrole. Pétrole, faut aller le chercher, c'est hyper polluant. Et puis en plus, ça rejette du CO2, donc c'est encore plus polluant. Alors évidemment, on a créé des filtres à particules qui limitent les microparticules dans l'air qui créent de l'asthme, des maladies cardiaques, pas cardiaques, respiratoires, pardon. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à aller sur d'autres types de moteurs. Tu en connais quelques-uns d'ailleurs, au moins un, je pense. Bien sûr. Alors déjà pour le moteur à combustion, effectivement, ça a gagné la bataille. Alors il y a beaucoup de choses, hein. Je pense qu'il y a des décisions économiques, il y a des décisions politiques. On va pas refaire le monde dans l'émission d'aujourd'hui, c'est pas le but. Mais effectivement, on voit que maintenant il y a de nouvelles décisions politiques qui vont imposer de nouvelles technologies également au niveau des pays. Alors les années sont pas forcément les mêmes. Après, tu me parles de moteur. Une fois qu'il y a le combustion, on en a déjà parlé un petit peu dans le premier after avec les énergies. Ah, forcément, qui dit moteur électrique. Euh, Sujet à débat, on le sait très bien. C'est quelque chose, il y a des pour, il y a des contre, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la technologie existe et c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est, comment ça s'est développé, qu'est-ce que ça peut apporter également, l'impact écologique que ça peut générer. Je suis curieux par rapport aux recherches que tu as fait. Je pense que tu connaissais un petit peu de base les moteurs électriques comme tout le monde, mais est-ce que tu as appris des choses qui t'ont surprise éventuellement? Oui, pas mal de choses. Alors, avant de revenir sur l'électrique, pourquoi le moteur thermique, le moteur à combustion a gagné la bataille, c'est simple, c'était, à l'époque, il y a longtemps donc, les moteurs thermiques étaient plus simples et moins coûteux à produire, clairement, qu'un moteur électrique. Aujourd'hui, un moteur électrique, c'est beaucoup moins coûteux qu'à l'époque. Souviens-toi, les batteries électriques, c'était des choses énormes. Souviens-toi la première disquette que tu mettais dans un ordinateur qui avait une capacité moindre que le plus petit des smartphones du marché, ou je sais même pas, enfin, une puce NFC était plus grosse en capacité mémoire que ta première disquette. Donc forcément, les batteries électriques étaient coûteuses, donc ça n'avait pas bien marché, c'était lourd, c'était pas très fiable, difficile à stocker l'énergie dedans. Et puis l'avantage du moteur thermique, c'est qu'il pouvait fonctionner avec du carburant qui était facilement accessible à l'époque. Tu faisais un trou dans le Texas et pouf, il y avait un gisement de pétrole qui apparaissait. Avec ta pioche, tu pouvais le faire. Maintenant, on creuse de plus en plus profondément, c'est plus compliqué. Mais tu vois les vieux films américains où il y a le Derek Derek, c'est pas lui, qui est, Derek, c'est allemand. c'est Derek, c'est allemand, allemand. qui projette, le mec, il met un coup de pioche dans le sable et pouf, t'as un geyser qui part de gasoil comme ça, enfin pas de gasoil, de pétrole qui jaillit du sol. On en est loin maintenant. Oui, mais on sait par nature que de toute façon, l'énergie, tout ce qui est énergie fossile et tout ce qui est en tout cas pétrole a une durée limitée et qu'à un moment, les ressources seront épuisées. Donc, Ouais. on est obligé de base d'anticiper et de trouver d'autres alternatives. Et pour l'instant, effectivement, celui dont on parle le plus, c'est l'électrique.
Ça. Et d'ailleurs, l'électrique, ben, tu me le demandais, est-ce que j'ai découvert des choses? La réponse est oui, parce que je me suis dit, bah, le moteur électrique, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. On a Tesla, on a toutes les Peugeot, Volkswagen. Il y a des constructeurs qui changent complètement leur façon de penser en disant que d'ici 2024-25, en fait, ils seront uniquement à l'énergie électrique sur leur voiture, alors qu'ils étaient les porte-drapeaux du moteur thermique, la combustion. Et d'ailleurs, beaucoup de gens crient au scandale en disant oui, mais moi j'aime l'odeur du carburant, j'aime le bruit de mon moteur, j'aime les rapports, j'aime tout ça. Oui, mais c'est pas écologique et on peut faire beaucoup mieux, je pense. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait c'est très vieux le moteur électrique, ça date de 1821. Le premier moteur électrique pour une voiture a été inventé en 1821 par un certain Michael Faraday. Tu en as peut-être entendu parler, ce petit bonhomme très intéressant, physicien, hein, qui a fait une première démonstration. C'était une expérimentation expérimentale, tu vois, c'était une démonstration C'est vraiment expérimentale, pardon. une phase pré-alpha. Ouais. Bon, il a fallu plusieurs années avant que ça soit complètement développé pour un usage industriel. Et les premiers moteurs électriques qui ont alimenté des machines industrielles, ça arrivait au milieu du 19e siècle, donc c'était pas tout de suite. Mais au fil du temps, les moteurs électriques sont devenus plus compacts. On les voit, hein. Maintenant, les batteries, c'est des choses beaucoup plus fines. D'ailleurs, c'est comme ça que Tesla a gagné ses lettres de noblesse en produisant lui-même ses propres batteries, donc plus fines, plus compactes, donc plus puissantes, ce qui les a permis de rentrer plus facilement dans l'automobile, parce qu'on n'a pas un hangar entier derrière toi, hein. Tu ne traînes pas une charrette avec des batteries quand tu as une voiture électrique. Non, pas très intéressant. C'est alors je vais parler pour Tesla, mais en fait c'est sous le châssis, enfin c'est le châssis quasiment du véhicule qui vient compléter la totalité de tes batteries. Donc le moteur électrique maintenant est beaucoup plus utilisé, on le voit. Il y a aussi les moteurs à hybride. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est électrique et thermique, ou électrique et thermique, où on peut avoir différents composants. On utilise le pétrole, mais on peut utiliser j'ai perdu. L'azote. G- Non, c'est pas GPL. le GPL, merci. Donc, c'est des systèmes à gaz qui sont plutôt intéressants. Ouais. Et en continuant un petit peu, je te l'ai dit, au milieu du 19e siècle, on arrive sur la première présentation d'un produit industriel avec une batterie. Mais la première voiture, alors celle que j'ai réussi à définir comme étant la première voiture électrique, ça a été officialisé comme étant la Lohner Porsche. Porsche, ça te parle un petit peu. Elle a été construite en 1898 par Ferdinand Porsche lui-même, hein, carrément. Elle est alimentée par 2 moteurs électriques qui sont intégrés directement dans les roues. Un peu comme les vélos électriques, tu vois, les Ah, vous moteurs le sont... voyez, si mes souvenirs sont bons, enfin, c'est d'après ce qu'on a dit, c'est la voiture derrière, donc on voit un peu, ça doit Ah être ce qui oui, est à l'avant là, donc à droite de votre écran. Vous voyez que par rapport à l'arrière, c'est pas creux, c'est alors rempli. est-ce qu'on peut se mettre de côté pour ceux qui regardent? Ah, on voit pas bien. Non, je suis désolé, je peux On pas vous voit quand même montrer. un peu le bas de la roue, où Ouais. effectivement, on voit bien un socle supplémentaire, et donc c'est à ce niveau-là que la batterie était mise à disposition. C'est ça. Vous aurez Bah, l'image dans les bête. notes de l'émission, hein. De toute façon, vous verrez, c'est assez intéressant. Alors, c'est Ouais. rudimentaire, hein, mais c'est très joli, hein, ceci dit, hein. Très hérité des premières voitures à vapeur, hein, qu'on avait, ou des choses comme ça. C'est plutôt sympa, des sièges velours rouge Ouais, avec. on est chez Porsche hein, quand même. On est Donc chez là, Porsche, le dès rouge le ne vient pas de début, nulle part. voilà, le standing est important. C'est ça. Et donc, elle a été, donc la Lohner Porsche est donc définie comme étant la première voiture électrique. Et c'est assez bluffant parce que ça n'était du jamais vu à l'époque, hein. Aujourd'hui, la voiture électrique est presque rentrée dans nos mœurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est assez étonnant. Alors, on n'atteint pas des vitesses exceptionnelles, mais on est déjà très très bien placé, hein. On est sur alors, je ne l'ai pas noté dans mes souvenirs, c'est entre 80 km/h, qui est déjà énorme. Donc, c'est plutôt sympa. On Mais est je en suis toujours, 1898, hein, on est quand même. bien sûr, mais je suis toujours intéressé parce que nous, on voit ça avec nos yeux de maintenant, c'est-à-dire avec des fonds de financement, des banques qui vont prêter, des investisseurs et ce genre de choses. On est dans une logique entrepreneuriale assez facile maintenant, on a l'habitude de ça. Mais je me Mmh. dis, ces gens-là, ces innovateurs-là, ils sont à des époques où vraiment ils tentent de révolutionner complètement la notion de technologie et ils se lancent dans des choses qui n'existent pas. Et je me dis, déjà, il y a les fonds propres, il y a une notion de risque qui est énorme en termes de capitaux. Et j'ai toujours une espèce de fascination pour ces aventuriers de l'entrepreneuriat, de se dire, on y va quand même, on va créer quelque chose sans aucune certitude de réussite. La C'est plupart des ça. gens doivent leur dire, vous êtes fous,
de mettre à Mais oui. disposition des sommes pareilles. Et je trouve ça toujours fascinant que des gens aient eu le courage de se lancer parce que j'ai un peu l'impression que si ça avait été moi, on serait encore à l'âge de pierre et qu'on serait pas sur d'autres systèmes informatiques ou autres. Mais c'est toujours, voilà, c'était la petite aparté. Mais ouais, et tu vois, on parle de la roue, le moteur intégré dans la roue, mais la roue est aussi importante que le moteur parce que finalement, si on n'a pas de roue, on peut avoir un moteur, mais ça va pas beaucoup bouger le véhicule. Et les roues, elles sont assez fascinantes, l'air de rien. Donc la première, là, on intègre la roue, on intègre le moteur électrique dans la roue, mais aujourd'hui, on a toujours un travail qui est fait sur la roue. Alors le pneu maintenant, hein, on parle de, c'est plus une roue en bois avec des très jolies d'ailleurs. Hein, je regrette presque cette façon de dessiner une roue, de créer une roue à l'époque avec des rayons en bois très laqués, très propres. C'est une œuvre d'art, hein, le truc. Hein. Et les roues se sont transformées en pneus. On a rajouté du caoutchouc, encore du pétrole hein, d'ailleurs. On a rajouté des chambres à air, des choses comme ça. Donc ça, vous les connaissez tous. Je vais pas trop aborder le sujet. On a plusieurs types de roues, hein, 4 saisons, été, hiver, machin. Donc en fonction du cran du véhicule, la possibilité de prendre le froid plus ou moins bien, parce que tu as les pneus hiver, l'intérêt c'est qu'ils arrivent à ne pas durcir avec le froid lorsque tu roules sur une route. C'est ce qui permet de ne pas avoir un plot, un truc trop rigide et que tu vas pouvoir adhérer à la route plus facilement. Mais il y a une évolution qui est intéressante. Là, on fait un bond tout de suite dans le passé, dans le futur, pardon. Il y a Michelin, mais d'autres, hein, Goodyear ou Mmh. Hankook, qui ont créé des nouvelles générations de pneus qui sont exceptionnelles, sans air. Alors ça, c'est une technologie de fou. Hein. Ouais. C'est en cours de développement, donc c'est pas finalisé. Mais même si on les voit déjà arriver dans les chantiers, dans des gros chantiers où les roues sont mises à rude épreuve avec des gros cailloux, des trucs pointus dans tous les sens. Et le problème, c'est que quand tu arrivais sur quelque chose de pointu, ton pneu, il crève, ta chambre à air, elle a un trou. Hein. Je vous fais pas le dessin, mais vous savez ce que c'est qu'une roue. Tu as fait du vélo, donc même si tu sais pas ce que c'est qu'une roue de voiture, tu vois un peu le vélo. Quand il faut remplacer ta chambre à air, c'est déjà pas super sympa. Alors sur une voiture, c'est encore plus compliqué. Bah, mais il y a Michelin qui a présenté un produit qui s'appelle le Uptis. C'est une roue sans chambre à air, sans air. Et ils se sont dit, on va faire un pneu increvable. En 2 ans et demi, ils ont créé ce système-là. C'est un pneu, voilà, je vous mettrai l'image dans les notes de l'émission également. C'est un pneu avec plein de, comment dire, de rayons en plastique, si tu veux, Ouais. qui vont Ouais, amener j'ai de l'air. l'image sous les yeux, ouais, je vois. Voilà, un peu comme un nid d'abeille si tu veux, avec des alvéoles un peu partout, mais creux. Et donc tu le vois, hein, tu vois qu'il est creux et tu as juste un tout petit peu de caoutchouc autour de ce pneu-là. Et l'idée est simple, hein, ils s'aperçoivent qu'il y a énormément de pneus qui sont jetés pour une usure. Là, on va pouvoir remplacer juste la lamelle autour de ce pneu Ouais. et du coup, il ne s'usera plus ou moins, beaucoup moins. Et du coup, on jettera beaucoup moins de produits. Alors, ça tombe bien, le pétrole coûte cher parce qu'il faut aller chercher de plus en plus loin. Donc, pour faire du caoutchouc, il faut du pétrole. Donc, si on peut en mettre le moins possible dans un pneu, c'est encore mieux. Et Michelin a déployé ça, mais tous les grands vont le sortir. Donc, c'est super intéressant. La technologie, c'est pas uniquement de l'informatique, la technologie, c'est aussi des petits détails comme ça où juste des alvéoles vont faire que ton pneu va pouvoir prendre toutes les chocs possibles sans abîmer ta jante et aller vraiment très très loin. En fait, moi, je suis assez fan. Ouais, c'est bien, il y a une notion écologique, puis il y a une notion pratique, donc c'est passionnant de voir à quel niveau ça va évoluer de toute façon et en tout cas, je pense qu'effectivement toutes les grandes marques vont se lancer dans ce genre de choses et puis tu sais, as un effet levier, c'est-à-dire que, il y en a une qui va sortir une évolution et puis petit à petit, c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus et je pense que, si on en reparle dans 15 ans, on en rigolera de se dire: «Regarde ce dont on parlait, c'est un standard et ce sera toujours intéressant. Moi, tu me parles de pneus. Je t'avoue que qui me dit pneus, j'ai tendance à parler de route, forcément, hein, tenue de route, de Forcément. pneus ou quoi que ce soit. Je pense que tu en as entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler un peu, tu sais, des routes, des autoroutes qui rechargent justement un petit peu bah, les voitures niveau, parce qu'on parlait de pneus et d'électrique. Moi, j'avais entendu parler, tu sais, qu'en Suède, dès 2018, ils avaient lancé en fait une expérimentation, tu sais, pour électrifier, on va dire, les routes, on va dire, et Ouais. qui rechargent les véhicules. Et j'ai vu que ça a fait ses preuves et qu'ils envisageaient d'étendre ça sur l'ensemble du réseau du pays. Alors, on sait que les Ouais. pays scandinaves sont toujours assez avant-gardistes dans leur manière de fonctionner. Je sais que tu as fait des recherches par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Ouais, alors, ce qui est intéressant effectivement, bon, on a des pneus qui vont nous permettre d'adhérer de plus en plus à la route, mais on va avoir des systèmes électriques, des voitures avec des moteurs électriques, mais la problématique des voitures électriques, c'est le temps de chargement. Aujourd'hui, Ouais. quand tu vas à ta pompe à essence, en 3 à 5 minutes, tu as rechargé ta voiture, tu repars. Aujourd'hui, les voitures électriques, même si ça s'améliore, hein, au fur et à mesure, il faut une demi-heure à peu près pour recharger ta Mmh. voiture en fonction du chargeur, le superchargeur que tu as ou pas. Et d'autres se sont dit, ouais, bah, c'est le frein à l'adhésion du grand public pour les voitures électriques, parce que passer une demi-heure à attendre à la borne, même si Tesla a un moyen hyper intéressant, puisqu'ils installent leurs bornes dans des zones à intérêt, avec des choses à faire autour, soit des restaurants, soit des musées, soit de plus en plus. Mais ça reste quand même pénible de te dire, ah, faut que j'attende une demi-heure, oh là là, qu'est-ce que je vais faire pendant cette demi-heure-là? Donc, d'autres se sont dit, bah, allez, allons-y, créons des routes qui vont recharger nos véhicules pendant que tu roules. C'est juste bluffant. Et cette Mmh. technologie, tu la connais déjà puisque tu l'utilises déjà dans ton smartphone. Tu sais, la technologie QI, la recharge sans contact. Et ben en fait, ces sociétés se sont dit, on va intégrer la recharge sans fil sur les autoroutes. Enfin, sur les autoroutes, les routes un petit peu partout, hein, ils s'embêtent pas avec ça. Ça utilise donc une recharge par induction, et ça a été testé dans plein de pays. Alors moi, j'ai mis en avant le Royaume-Uni, mais il y a plein d'autres destinations. Même aux États-Unis, il y a des cas. Je vous ai mis une petite vidéo pour que vous compreniez à quoi ça sert dans les notes de l'émission, donc allez voir. Mmh. L'idée, c'est en fait, tu suis une ligne. En fait, en gros, il va y avoir une ligne tracée sur la route, et tu suis cette ligne-là. Donc il va falloir effectivement que ton véhicule soit adapté, hein, que tu puisses recharger en sans contact. Mais tu suis cette ligne-là, jaune, rouge, bleu, enfin peu importe la couleur que tu veux. Et cette ligne, en fait, est un chargeur sans contact. Et tant que tu roules dessus, eh ben, ta voiture se recharge en permanence. Donc, elle ne se décharge même plus. Elle se recharge automatiquement. Donc, elle se décharge, elle Incroyable. se recharge. Bon, C'est une dynamo, tu sais, comme la lumière, c'est tu pas presque besoin ça, de ouais. pile, la dynamo, te faisait le travail de la pile. Voilà. C'est Donc dans un fascinant. avenir, assez proche, hein, maintenant, on peut imaginer qu'on aurait peut-être même plus besoin de batteries dans les véhicules, hein, puisque si elles sont, automatiquement alimentées, pourquoi garder une batterie dans son véhicule? Donc on va diminuer encore la consommation de produits de composants rares, de matériaux rares, pour peut-être, alors là, on recharge une batterie, hein, donc on passe par la charge de sa batterie, mais imaginons qu'on soit capable un jour de produire de l'électricité et de la récupérer, en mode ambiant, et on pourra peut-être un jour éviter carrément d'avoir des batteries et être en permanence chargé à l'électricité, puisque tu le sais, nous produisons de l'énergie, tous, toi, moi, en parlant, en bougeant. Et si on est capable de récupérer cette énergie un jour, on pourra alimenter un véhicule sans Oui, aucun bien problème. sûr. Bah, disons que dans un premier temps, il faudra, générer toutes les routes avec ces technologies-là, mais on sait que les évolutions vont tellement vite, ils sont capables de nous sortir des choses. Moi, pour revenir dessus, je me suis permis un peu de lire justement ce qu'il y avait sur la Suède parce que j'ai Ouais, trouvé que leur manière de fonctionner en gros, ce que j'ai lu, c'est qu'en 2030, ils se sont fixés l'objectif de ne plus utiliser d'énergie fossile pour les transports. Donc ça, c'est ouais, ce qu'ils ont annoncé. Alors après, on verra un peu ce que ça va donner et justement, ils ont lancé le e-road Arlanda. ouais. Donc c'est la une portion de base qui avait été lancée en 2018 de 2 kilomètres qui consiste en un rail électrifié encastré à fleur de la route dans la partie centrale. Et en fait, les véhicules, ils s'y connectent avec un patin contacteur mobile, en fait, C'est qui est ça. sous le châssis, et ce qui fait qu'il est géré par des capteurs. Et en gros, bah, ça permet de générer tout ça. Et le patin, il se rétracte automatiquement ça, en cas d'accident, par exemple. Donc, tu vois, ils ont vraiment pensé à tout. Et c'est relié à la terre. Et donc, c'est un rail qui est électrifié et qui envoie du courant sur des sections courtes au passage d'un véhicule. C'est-à-dire qu'en plus, c'est de la technologie intelligente dans Ouais, c'est ça. l'emploi et e-road Arlanda, on vous mettra le lien par rapport à ça parce que ça a été lancé en 2018 sur 2 kilomètres. On sait qu'effectivement, vu que ça a fait ses preuves, il commence la Suède à se dire est-ce qu'on déploierait pas ça sur tout le réseau. C'est 20 000 kilomètres de route, la Suède. C'est pas tant Donc, que ça, ouais. globalement, ils estiment qu'ils pourraient avoir un gain de 3 milliards d'euros d'économie en énergie fossile C'est s'ils énorme. arrivent à le générer. Voilà. C'était intéressant de voir ça parce que je trouve ça intéressant d'avoir fait un test grandeur nature, d'avoir des prévisions de dates, de coûts, et d'écologie. Donc je vous invite à vous renseigner, sur ça parce que c'est vraiment passionnant. Ouais, ça fonctionne un petit peu, comme les trains, TGV, avec le fil qui est Mmh. pendu au-dessus, et c'est plutôt intéressant. Donc non, à voir très prochainement. C'est ce qui va faire que les voitures électriques vont gagner du terrain encore plus, parce que sans ça, aujourd'hui, le gros frein, hein, clairement, c'est, d'ailleurs, on en reparlera des freins, tout à l'heure, mais le gros frein à la voiture électrique, c'est la recharge, et peut-être, le recyclage futur, des batteries. Bien sûr. D'ailleurs, passons là, on est on est parti dans le futur. Refaisons un petit pas en arrière, regardons un petit peu dans le rétroviseur, et Ouais.
pour voir le rétroviseur, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé instantanément dans les voitures? Alors, tu as vu la voiture, l'Honneur Porsche, euh, est-ce que tu as fait attention? Est-ce qu'elle avait des rétroviseurs? Est-ce qu'elle n'en avait pas? J'ai pas fait attention, mais je pense que c'est pas forcément quelque chose de base qu'ils ont mis en place, dans le sens où au début il y avait tellement peu de véhicules, je suis pas vraiment sûr qu'ils l'aient mis de suite. Mais là, vraiment, et c'est vraiment sans regarder le conducteur, je te le dis tel quel. Tu connais mon côté un peu historien et chronologique, et je suis curieux d'avoir justement ce déroulé des technologies. Est-ce qu'elles étaient présentes? Comment elles se sont développées? Donc dis-moi tout, le Alors, rétroviseur. Est-ce c'est que j'ai assez raison? amusant. Ouais, ouais, c'est ça n'existait pas. Et tu as justement raison, hein. On n'avait pas forcément besoin de regarder en arrière déjà, parce qu'en fait, on pouvait simplement se retourner, être contorsionniste et juste faire un tour en arrière. On roulait pas à 2000 km/h non plus, hein, ni à Ouais. 100. On se retournait, on avait le temps d'anticiper un virage à droite ou de tourner simplement à droite ou à gauche. Donc, c'était pas très complexe. Et au fur et à mesure, il a fallu apporter d'autres technologies pour simplifier et garder les yeux sur la route, parce que c'est important de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. Donc du coup, ils se sont posé la question et il y a un premier prototype qui a été attribué à Alfred Fauché en 1906 qui a sorti le premier rétroviseur. Et oui, le premier rétroviseur, 1906. Souviens-toi, la première voiture électrique, 1898. Hein. Donc, on a déjà mis un petit peu de temps à se dire, tiens, si on mettait un rétroviseur. Aujourd'hui, sur les voitures, tout le monde a 3 rétroviseurs, un au milieu et un à droite et un à gauche. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, plus jeune, je me souviens que le rétroviseur de droite n'existait pas. Et au fur et à mesure, il est apparu sur les voitures. Alors oui, je suis vieux, mais il y en a qui n'ont même pas connu les rétroviseurs avant. Alors attention, calmez-vous les gars. Alors si Alfred Fauché a fait le premier prototype, il s'est fait voler la vedette par un autre qui s'appelle Henry Kane, qui a lui déposé son brevet en 1907 sur attention, tiens-toi bien, c'est pas un rétroviseur, c'est un miroir avertisseur pour automobile. Ça, c'est le terme technique du brevet, un miroir avertisseur pour Ah bah, automobile. ouais, ouais, il fallait décrire, hein, mais ouais. Voilà. Mais Alfred, est resté fauché au final, s'il a pas Forcément, ouais, ouais, il a s'il pas, est ouais, il a il pas ouais. gagné beaucoup d'argent, Enfin, il avait évidemment. un nom prédestiné à ne pas déposer le brevet, concrètement. Ouais, et s'il s'était arrêté à ça en se disant: «De toute façon, je vais pas gagner un sou», il n'aurait pas créé le rétroviseur et bon, aujourd'hui, on n'en aurait peut-être pas sur nos voitures, tu imagines? Alors les rétroviseurs, ils ont beaucoup évolué aussi, hein, mais pour revenir sur le miroir magique, il est monté en 1911 sur une voiture qui gagne, les, 500 miles d'Indianapolis, pardon. C'est la première Sympathique. fois qu'on le voit vraiment sur une voiture grand public entre guillemets, mais c'est une voiture de course. Donc ça, c'est mythique et c'est de là que tout est parti. La voiture, pourquoi? Parce qu'en course, évidemment, il faut que tu vois tes concurrents à l'arrière et tu pas le temps de tourner la tête. Les quelques microsecondes que tu passes à regarder à droite, à gauche te font perdre ta trajectoire, ta vitesse et du coup, bah, c'était évident que ces miroirs allaient apparaître sur les voitures. C'est juste énorme et attention, c'est pas terminé parce qu'il y a un brevet qui est déposé aux États-Unis, aux USA, mais pas par Henry Kane. Encore un qui se fait voler il l'avait breveté, mais Ouais, uniquement. tiens, Encore un qui se fait voler la vedette, et là, c'est Elmer Berger. Alors, on aurait pu croire que c'est un Français d'ailleurs, qui, 30 ans plus tard, pose le terme de rétroviseur intérieur qui développe au fur et à mesure comme on le connaît aujourd'hui. ça doit être plutôt peut-être un Allemand, Berger, on va dire, qu'on va Berger, prononcer ça. Berger, ouais, je Ah sais bah, pas. c'est un non, c'est un Américain, mais bon, il devait C'est un être, Américain. Il aurait pu avoir des origines françaises, hein, bah, c'est possible, hein. il a suivi sa bonne étoile, voilà, Donc, mais voilà, donc c'est plutôt intéressant, hein. Et d'ailleurs, tiens, petite histoire, est-ce que tu sais que si tu n'as pas si t'as pas ton rétroviseur droite ou gauche, en France, tu es amendé? Donc oui. si tu as cassé c'est 68 €. Alors je savais pas 68 le € si tu as pas montant, ton mais rétro. je savais que effectivement, tu n'as pas le choix, tu dois l'avoir. Bah, Donc c'est normal, c'est une notion de sécurité, donc au même titre que la ça voiture, honnêtement, que les air ça ne me choque pas. Ouais. ouais, tout à fait et aujourd'hui, les rétroviseurs, ils évoluent également. Hier, c'était un simple miroir pour se pouponner pendant que tu conduis, te remaquiller, ou regarder derrière toi évidemment, hein. Maintenant, on a, des caméras qui remplacent le miroir et qui te permettent d'avoir également, tu l'as vu évoluer, des avertisseurs. Donc tu as, dans un rétroviseur, il y a un angle mort. On appelle l'angle mort quand la voiture arrive sur,
au milieu de ton véhicule. Généralement, dans ton miroir, tu ne le vois pas. Donc, on a vu des miroirs courbés pour avoir une visualisation plus grande de ce qui se passe derrière toi ou sur le côté. On a vu des miroirs avec des petites LED qui clignotent, qui s'allument au moment où il y a quelqu'un qui est à hauteur de ton véhicule, donc que tu pourrais ne pas voir dans ton angle mort. Et puis, au fur et à mesure, on a des caméras, ces caméras qui viennent reprojeter ce que tu vois à l'arrière directement sur l'écran qui est en face de toi, sur ton tableau de bord. Et ça, c'est assez bluffant. L'évolution informatique débarque progressivement dans les voitures. On en reparlera également un tout petit peu plus tard, parce que la technologie informatique, comme on la connaît aujourd'hui, a révolutionné pas mal de choses au niveau de la voiture. Et comment ça se passait au niveau des... Parce que tout à l'heure, tu sais, tu parlais de la première voiture avec les freins dans la roue. Ouais. Comment ça se passait à l'époque au niveau des freins? Tu vois, en termes d'évolution, parce qu'on sait que maintenant on a des freins à disque, on sait qu'on a un système, voilà, qui est quand même, tout le monde entend parler. Il faut changer vos plaquettes de frein, monsieur. Mais globalement, je présume que dès le début, c'était pas comme ça. Les vitesses n'étaient pas les mêmes. Euh, Comment ça s'est développé? Est-ce que tu as pu faire des recherches par rapport à Alors, ça? Je suis assez curieux. rapidement, parce que comme je te l'ai dit au début, c'est pas mon univers. La voiture, à la base, n'est pas ce que je pensais être le plus technologique possible. Et finalement, en se penchant dessus, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Alors, au début, c'était des freins un peu comme ton vélo. Tu vois, les petits patins en plastique, enfin, je sais même pas ce que c'est, hein, les petits patins que tu vois, tu freines et ça vient, ça En, appuie cao- en, directement ca- en caoutchouc, là, en qui caoutchouc. Ouais, colle voilà. contre le caoutchouc. Ouais, ouais. Donc, au début, c'était ça. On avait simplement une planche de bois, un petit parpaing en bois que tu appuyais fortement sur ta roue en bois elle-même et qui venait ralentir la roue. Autant te dire que c'était pas très, très sécure. Bon, ceci dit, à 20 km/h sur ta chariote, ça va, ça passe, hein. Regardez Oui. certains films western, tu les vois freiner. Oh, il peut freiner longtemps. C'était une grande barre que tu tirais vers toi. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Donc, on avait toujours ces patins. En fait, on a toujours des patins, j'ai perdu le terme, des mâchoires qui viennent appuyer sur la roue pour la ralentir, la freiner petit à petit. Et puis sont apparues d'autres technologies comme les freins à disque qui ont changé complètement le système de freinage. Donc les freins à disque sont beaucoup plus performants que les freins à tambour. Ça y est, j'ai cherché le nom, j'arrivais pas à le retrouver. Ça offre une distance de freinage beaucoup plus courte, une meilleure stabilité. Donc quand tu freines progressivement, c'est pas des à-coups, c'est pas un freinage brut. En fait, on vient freiner progressivement. Et tant mieux parce que quand tu freines brutalement, ton véhicule vient se mettre à glisser. D'ailleurs, on le voit, ceux qui utilisent le frein mal, la plupart du temps, sur la neige, par exemple. Moi, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de neige l'hiver et on voit les touristes passer qui, eux, font plein de petits à-coups parce qu'ils ont peur et puis pouf, ils partent dans le fossé. Alors que Ah, tu freiner m'as vu? tranquillement, Tu m'as c'était croisé? toi, Ouais, ouais, je là, t'ai c'était croisé, moi. voilà, et ils finissent dans le fossé et moi, gentiment, avec mes chaînes, je viens les sortir du fossé et j'ai pourtant équipé uniquement de pneus neige et j'ai juste appris à utiliser le frein moteur typiquement puisque ralentir, descendre dans les tours, dans le moteur, te permet de ralentir ton véhicule et t'as pas forcément besoin de te servir de ton frein. D'ailleurs, dans les voitures électriques, c'est le même principe. Pas forcément de frein puisque au même titre qu'un aspirateur, quand tu l'éteins, ça s'arrête, tu vois. Mmh, Et mmh. ben, le frein dans la voiture électrique, c'est pareil. Quand tu arrêtes d'accélérer, ça n'accélère plus. Donc, ça ralentit progressivement. Et évidemment, tu as des freins Exactement. pour ensuite stopper si vraiment tu as un besoin de stopper. Mais le freinage est de plus en plus simple et de plus en plus court et sécurisé. Tiens, juste pour la petite histoire, est-ce que tu sais combien de temps on met si tu roules à 50 km/h? Est-ce que tu connais, tu as passé ton permis hein, comme moi, est-ce que tu connais la distance de freinage quand tu es à peu près à 50 km/h? Est-ce que tu connais la formule? Alors honnêtement, je ne m'en rappelle plus du tout. Je crois que je te dirais peut-être, 25 mètres pour s'arrêter Ah, à 50 kilomètres/heure. Mais, alors, honnêtement, ça fait très longtemps et je pense que si je repassais le code, je ne l'aurais sûrement pas, comme tout le monde, hein, maintenant, comme tout le mais monde. il faudrait que je repotasse le bouquin. Ouais. Mais t'es pas loin, t'es pas loin, la formule de calcul a pas vraiment évolué. Donc, je dirais même que tu as peut-être juste aujourd'hui avec les nouvelles technologies, mais au départ, quand la distance de freinage a été calculée, c'est pas très compliqué. Quand on est à 50 km/h, on prend les dizaines et on multiplie le chiffre des dizaines par 6. Donc 50 km/h, ça fait 5. On multiplie ça par 6 et on a donc du 30 mètres. Oh, Donc on a 30 mètres. j'étais Ouais, pas t'es pas si loin. loin. Ouais, Ouais, j'étais ouais, pas mais si loin. et je dirais t'es plus, à mon avis, tu même juste maintenant puisque, les technologies ont évolué depuis cette fameuse formule de calcul. Alors pour le fun, je vous ai mis, un petit tableau avec, les distances de freinage en fonction des kilomètres et le temps de réaction aussi parce qu'en fait, c'est pas le tout de freiner.
quand tu appuies sur ton frein, effectivement, tu vas freiner et tu vas mettre un certain temps, une certaine distance pour t'arrêter. Mais il y a aussi la réactivité, notre réaction qui Mmh. permettent de freiner. Et ce temps de réaction peut parfois rajouter quelques mètres supplémentaires parce que le temps que tu appuies, les quelques secondes que tu vas appuyer, que tu vas mettre pour penser à appuyer sur ton frein, vont te faire perdre Ah quelques bah, mètres de route, la fatigue surtout et à les 110 produits km/h. Ouais. illicites, c'est pour ça qu'il y a de grosses préventions et il y a de grosses sanctions par rapport à ça. Parce que derrière, effectivement, ça rallonge et ça peut générer, des accidents et malheureusement des drames. Donc, c'est important tout ça. Ouais. Alors, pour revenir sur les freins à disque, hein, je vais vous donner les quelques points intéressants sur le truc. Moins d'usure, évidemment, ils s'usent beaucoup moins qu'un frein à tambour, hein, on n'appuie plus comme un bourrin sur le truc. Moins de bruit, produisent beaucoup moins de bruit quand tu freines, et c'est vachement agréable, hein, quand tu conduis, c'est toujours mieux que d'entendre ton crissement, heu, que bon, pendant que tu freines. Tu sais, les vieilles voitures, tu entendais ça, c'était amusant. C'est plus esthétique, tu l'as vu peut-être, certaines voitures, les Tesla, les Porsche, en fait, les freins sont rouges. On les voit à travers la jante, c'est super beau. Ça donne un côté très esthétique au véhicule. Et puis, évidemment, c'est une meilleure conduite puisqu'on peut freiner plus vite, plus simplement. C'est plus, comme je le disais, la capacité est beaucoup plus élevée. Donc, on a un freinage qui est très optimal, hein. Donc, en fait, voilà, l'évolution des freins, on le voit rapidement, hein, le tambour, l'électrique, le bois, tout ça, c'est une évolution hyper intéressante pour les véhicules et pour notre sécurité au quotidien. Ouais et tu me connais, moi, on va parler d'électrique, on va parler, de ça et j'ai un côté feignant et je sais pas, moi, ma mère avait une Diane 6 à l'époque, un peu l'équivalent d'une Dodoche et le truc insupportable, tu sais quand il faisait chaud, il y avait pas de clim ou tu voulais peut-être Ah, la ne serait-ce manivelle. que légèrement, voilà et tu avais l'espèce de manivelle où à la fin tu avais, des biceps qui étaient développés et je me souviens que quand il y a eu, pour la première fois les vitres électriques dans la voiture, à quel point tu te rends compte que ce détail-là te change la vie? Je sais pas si ça t'a Ouais. fait la même chose? Et je suis curieux, on parlait d'électrique tout à l'heure et un peu d'options et ce genre de choses. Je suis curieux de me dire, quand est-ce que ça s'est développé et quand est-ce que, c'est arrivé de manière un peu générale? Parce que maintenant, tu achètes une voiture neuve, même qui a moins de 10 ans, c'est très peu probable qu'il y ait une manivelle dans l'absolu. Donc, Effectivement, c'est je suis curieux de mais savoir par rapport à ça. Mais figure-toi que tu devrais t'estimer déjà heureux d'avoir eu des vitres, hein, parce qu'au début, les voitures, il n'y avait pas de pare-brise, il n'y avait pas de vitres, hein. Donc tu roulais et les insectes, ils étaient pour toi. La pluie également, hein, d'ailleurs. Tout ce qui était à l'extérieur du véhicule Mmh. était aussi à l'intérieur. Donc Il y a c'est pas bien déjà d'habitacle, ouais. d'avoir des vitres avec ta petite manivelle, hein. C'est C'est, vrai. on n'en a pas parlé, je vais pas en parler forcément dans cet épisode, mais le pare-brise, c'est une technologie hyper importante. Avant, tu avais ton petit casque et tes lunettes, tu sais, les lunettes de conducteur et tes gants, parce que ben, tu n'avais pas le choix, hein, sinon tu pouvais pas regarder les yeux ouverts trop longtemps, ils étaient tout secs au bout d'un moment. Donc on a mis des pare-brises et du coup les vitres et les vitres sur les côtés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, ouvrir la vitre avec la main, c'était pas forcément bien, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On avait même des vitres sur les premières Volkswagen, sur les voitures du peuple, les Volkswagen, ouais, c'est ça. En fait, la vitre, tu parlais de la 2 chevaux par exemple, tu venais ouvrir ta vitre avec la main et tu la clipsais en dehors, donc elle était coupée par le milieu façon horizontale et t'amenais la petite vitre clipsée au-dessus de la vitre un peu plus grande. Donc tu n'avais même pas la manivelle, donc tu étais content. Franchement, tu as connu le progrès, la science, l'évolution, la technologie. Bon, évidemment, maintenant qu'on a la voiture électrique et les boutons, c'est vachement mieux. Alors ça, c'était inventé en 1940, hein, donc tu aurais pu avoir une voiture avec comment l'assistance électrique à l'ouverture des fenêtres. Au fur et à mesure des années, en fait, les systèmes électriques sont énormément améliorés. Au début, il y avait des problèmes, les moteurs n'étaient pas assez puissants, donc ça montait pas très très vite. Tu passais plus de temps à regarder ta vitre monter ou à descendre. À descendre, ça allait vite, hein, parce qu'avec la pesanteur, ça allait très vite, mais à Mmh. remonter, ça passait plusieurs temps. Donc c'était pas forcément très très bien vu. Et en plus, c'était réservé à l'élite, hein. C'était au même titre que je sais pas moi, l'intérieur cuir ou les sièges velours ou je sais pas quoi, c'était du très très haut de gamme, hein. Les fenêtres électriques, elles ont été popularisées uniquement dans les années 60-70 en fait, où on commençait à arriver progressivement sur les voitures plus grand public. Et aujourd'hui, tu l'as bien dit, hein, quasi toutes les voitures, ce n'est plus une option, hein, qu'on vient amener une voiture, elle Mmh. semble intégrée au même titre que l'allume-cigare, c'est C'est plus des ça, options. confort Donc primaire. c'est ça. Et c'est la fenêtre électrique. Donc
Ça peut paraître un gadget, mais finalement, c'est hyper intéressant. Quand tu baissais ta vitre avec ton manivelle, c'était très compliqué, hein, de baisser la vitre. Si tu le faisais en roulant, tu pouvais faire des à-coups avec ton volant. C'était pas forcément très sécurisé. Donc, heureusement, c'est arrivé. Donc, maintenant, on peut descendre sans effort, donc sans à-coups, la vitre et sans aucun problème. Et ça permet aussi de la verrouiller très facilement. Tu fermes, tu t'appuies sur ton verrouillage centralisé de ta voiture et les fenêtres pour certains se ferment. D'autres sont même, attends, plus qu'électriques, certaines sont même chauffantes. Tu t'es plus besoin de gratter ta vitre. La plage arrière, la Ouais. vitre Ouais, arrière, ouais. tu as les petits chenillards, la plage chauffante qui te permet de ne pas avoir à dégivrer le matin en cas de gel. Ah, c'est quel bonheur quand tu habites chez moi. Ah, c'est Euh, classe. Ah oui, c'est clair. donc donc de plus en plus de voitures sont équipées. On va avoir, le pare-brise, les vitres sont même équipées anti-pluie. Ça va de pair avec les essuie-glaces d'ailleurs, hein. Avant, c'était un essuie-glace, tu le tournais à la main. Il y en avait pas, hein. Avant, tu passais ton bras par la fenêtre et tu nettoyais. Donc pratique quand tu es à 100 km/h. Après, il y a eu les essuie-glaces manuels. Tu avais une petite manuelle en bas du pare-brise et tu tournais. Alors c'était marrant, mais moi je l'ai vu, j'ai une coccinelle justement d'une de mes tantes à l'époque, il y avait ce petit truc. Elle me disait: «Allez, je roule, toi tu mets les essuie-glaces». C'est comme quand je devais changer les chaînes de la télé, quand mon père me dit: «Va mettre la 2». Je devais me lever puis appuyer sur le bouton 2, quoi, c'était Tu pareil. étais la télécommande, J'étais ouais. la télécommande, j'étais les essuie-glaces électriques, j'étais un peu tout ça à l'époque, hein. Heureusement, ça a évolué, l'esclavagisme a changé. Maintenant, on Mmh. appuie sur des boutons et ça va beaucoup mieux. Donc Et tout ça, maintenant ça a évolué. ça se détecte même maintenant, de C'est manière ça, à ce que ça s'enclenche automatiquement en fonction de la vitesse, en fonction de la quantité de c'est pluie. ça. Donc, c'est vrai, tout est automatisé, hein, de toute façon quasiment. Et donc tu vois, avoir une batterie, on a des batteries dans toutes nos voitures, aujourd'hui, elles permettent de faire descendre tes vitres électriques, d'alimenter ton autoradio et tout ton tableau de bord actuel, qui est plutôt sympa. Donc une belle évolution quand même, hein. Après, il y a différentes choses parce que je me suis quand même, interrogé, hein, par rapport à ton conducteur et on voit que maintenant la qualité des routes s'est améliorée. Ouais. Heu, Hier, je suis allé, effectivement à un endroit, il y avait des dodanes tous les 10 mètres et Oh l'horreur. tu le ressens quasiment plus maintenant, sauf si tu vas très, très vite et je pense qu'à l'époque, vu les routes et vu comment ça s'est amélioré, je pense qu'il y a eu des évolutions en termes d'amortisseurs Ouais. éventuellement et justement, je me dis ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit constamment, mais qui a dû avoir un énorme gap sur les diverses années au final. Bah, c'est ça, les routes s'améliorent, mais elles sont pas toutes bonnes. Il y a des dodanes, il y a des trous, on s'en plaint, les motards s'en plaignent beaucoup, hein, de tout ça parce que c'est hyper dangereux, hein, mais sur nos voitures aussi, on a évolué. Souviens-toi, je t'ai parlé de ma chariote avec mes chevaux et mon frein en bois. Et bien, à l'époque, on avait des amortisseurs. Alors les premiers étaient exceptionnels, hein, c'était, des suspensions en bois, des 2 lames, des lames l'une sur l'autre, un peu hélicoïdales, une de chaque en face, en fait, un peu comme un ressort, si tu veux, mais juste avec un anneau de ressort. Tu vois, t'as pas tout le ressort, tu as juste un anneau. Et ces 2 plaques, c'était le progrès, c'était la science, c'était innovant, c'était révolutionnaire. Tu pouvais prendre ta chariote et tu pouvais prendre ton carriole et waouh, les trous dans tes chemins de terre, tu les ressentais moins. Et c'était très rigide, très dur, hein, donc en fait, tu t'en prenais plein. C'était mieux que ne pas en avoir, mais c'était pas non plus foufou. Et puis au fur et à mesure, bah, on a intégré ces lames à ressort dans nos véhicules. C'était très compliqué, mais on les a intégrées au fur et à mesure. Alors l'avantage, c'est le confort personnel, donc évidemment, tu reçois moins les chocs, mais c'est aussi la sécurité, parce qu'en fait, tu n'es pas en train de te dandiner partout en tenant ton volant, parce que ça secoue dans tous les sens. Tu es déjà allé dans un 4x4 et dans un chemin de terre où tu es secoué dans tous les sens. Mais comment tu tiens ton volant, quoi? C'est hyper compliqué. Heureusement, on a eu la direction assistée, des choses comme ça qui nous aident au fur et à mesure, mais c'était Ouais, ouais, super mais ah intéressant. oui, oui. Et Et la donc, direction assistée, c'est pas arrivé il y a encore des véhicules, je vais reparler de la Dodoche et la Diane 6 de ma mère, mais il y avait des véhicules encore il y a pas si longtemps qui ne l'avaient pas forcément et je pense que là, on se rend pas compte des difficultés et des bras que ça pouvait générer, en termes par rapport à ça, hein, c'est impressionnant, hein, mine de rien. ouais, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Ces aides qui sont tellement, natives dorénavant qu'on ne se rend pas compte que ça existait sans et que si on se remettait à conduire sans, on se dirait: «Ah oui, quand même, c'était bien pratique». Ouais, bah, on le voit, les routiers, tu le camion de le 45, le 35 tonnes sans la direction assistée, vas-y, hein, amuse-toi, hein. Revenons simplement sur nos suspensions. Donc, on est passé, sur des suspensions à ressort hélicoïdaux. Donc en fait, cette fois, les suspensions, c'est des beaux ressorts bien
bien costauds qui permettent d'amortir doucement l'impact des trous sur ton véhicule lorsque tu roules. Il y a des variations, hein, il y en a des suspensions pneumatiques, des amortisseurs hydrauliques aussi. Donc, pour que le confort de route, le confort de conduite soit intéressant, aussi bien pour le passager que le conducteur. Et ça a changé pas mal de choses au niveau de la sécurité, hein, ne serait-ce que ça. Une meilleure tenue de route, c'est forcément moins d'accidents. Bien sûr. Non, non, mais c'est de toute façon, pour moi, il y a 2 choses. C'est que il y a la notion de confort, effectivement, qui s'est améliorée, on le voit, à vitres électriques et tout un tas de choses, mais il y a surtout une notion de sécurité parce que on se retrouve avec très peu de véhicules, avec, toutes les routes sont quasiment, maintenant, enfin pavées, on va dire. Il y a possibilité de rouler dessus. Le véhicule, on est des millions de véhicules, on va de plus en plus vite, on va de plus en plus loin et on conduit sur de plus en plus longues périodes. Donc le confort, c'est une chose, mais la sécurité, c'en est une autre. Et est-ce que on parlait tout à l'heure un peu de freinage, ce genre de choses. Moi, j'ai tendance à me parler un peu, parce que tu parlais dans ta région un peu des gens qui galéraient, un peu, tu sais, des technologies comme l'antipatinage, les aides de bord qui sont gérées, on va dire, par l'ordinateur de bord, entre guillemets, et qui font une grosse partie du travail de sécurité à notre place. Et ça, je pense que tu as pu faire quelques petites recherches par rapport à ça. Ouais, alors l'antipatinage, pour moi, est quelque chose d'hyper intéressant. Vous l'avez peut-être déjà tous vu. Quand tu n'as pas l'antipatinage, c'est difficile de sortir d'un endroit boueux, de la neige, du verglas. C'est assez compliqué. C'est simple, hein, la voiture, le moteur entraîne les roues patinent dans la boue, et plus tu patines, plus tu fais un trou, plus tu patines et plus tu patines, hein. Je résume un peu ça, mais Ouais, c'est le cercle, c'est un cercle vicieux, hein, et plus tu t'énerves, plus tu appuies sur l'accélérateur et plus tu fais un trou et plus tu restes perché dans ton trou. c'est ça. Perché dans un trou, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Après, je vous apprendrai, si vous le souhaitez, venez me voir, je vous apprendrai à sortir d'un trou sans avoir à pousser le véhicule parce que c'est quand même compliqué. Donc, l'antipatinage, c'est un système de contrôle de la traction de ton véhicule finalement, hein. Donc, aujourd'hui, on pousse, enfin la traction, ou on pousse ton véhicule, et le problème, c'est ça va créer des difficultés de conduite sur la route. Donc, quand c'est de la neige, la pluie, la neige, la boue, je sais pas quoi, bref, une route glissante, c'est toujours compliqué. Donc, le fonctionnement, ça dépend du système que tu utilises, enfin que ton véhicule utilise, parce que toi, finalement, t'appuies, point. C'est tout ce que tu as à comprendre finalement. T'as pas besoin de démonter ton véhicule pour rouler avec et de le comprendre. Mais généralement, ça utilise des capteurs pour détecter si une roue est en train de patiner, et du coup, l'antipatinage, il agit en conséquence. Si la roue droite patine, il va la bloquer et déporter la puissance de ton moteur sur la roue gauche, par exemple. Ce qui fait que la roue droite n'est plus tractée, donc elle ne va plus patiner. Et tu vas pas, tu sais, c'est comme le Dahu. Je sais pas si tu connais un personnage mythique de ma région, enfin un monstre mythique. En fait, il a une jambe plus courte qu'une autre, et du coup, il tourne autour de collines parce qu'en fait, comme ça, il est à la bonne hauteur et il tourne tout le temps autour de la même colline. Mais il peut pas partir de là parce que dès qu'il sort de cette colline, il tombe parce qu'il a une Mmh. jambe trop courte. Et ben, c'est la même chose pour l'antipatinage. Si je continuais à faire tourner toutes mes roues, je patinerais grâce au fait que je ne déclare plus mon patinage. Je déporte tout mon poids ailleurs et je vais pouvoir avancer. Donc, il y a plusieurs antipatinages, hein. Il y a du mécanique, hein. C'est un système qui utilise un dispositif de freinage pour régler la vitesse de rotation de la roue. Ça empêche simplement le patinage, hein. Tu as l'antipatinage électronique. Donc là, il y a un capteur pour surveiller la vitesse de rotation des roues. Puis l'ordinateur de bord, on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais rapidement, peut commander de freiner, il peut commander le frein et le moteur pour contrôler la traction. Donc mettre plus ou moins de puissance, même si toi, tu appuies comme un bourrin sur ton accélérateur, ça va temporiser un peu ton accélération. Et puis tu as le plus connu, le plus puissant aujourd'hui, le SP, qui est une combinaison entre le freinage, le moteur, les capteurs de contrôle de traction qui t'aident à prévenir tout ce qui est patinage. Donc, dès que ton véhicule commence à peine à patiner, il va faire le nécessaire pour que ton véhicule puisse avancer sans galère, en fait. Donc, c'est des choses hyper intéressantes qu'on ne connaît, on maîtrise pas forcément. Et c'est toujours sympa de voir que grâce à ça, ben, on fait plus d'aquaplaning, on glisse plus sur des routes, moins en tout cas. Et du coup, on se sent en sécurité dans notre véhicule grâce à la technologie, encore une fois.
Ouais, c'est du travail de l'ombre, c'est ça? C'est Ouais. que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais c'est des choses qui nous sécurisent au quotidien et c'est toujours intéressant de le rappeler. Tu parlais d'ordinateur de bord, je suis curieux de me dire à partir de quand ça s'est développé? Parce que tu sais, tout à l'heure, on disait première voiture électrique, 1890 et quelques, globalement, je n'imaginais pas du tout que c'était, si ancien. Est-ce que Ouais. tu as pu rechercher quelles étaient les premières voitures équipés d'ordinateurs de bord. Parce que je pense que je serais assez surpris de me dire en termes d'années, on s'imagine peut-être pas que c'est si ancien. C'est ouais, c'est étonnant. Je me suis posé la même question que toi. Alors, l'ordinateur de bord aujourd'hui, on en a tous un, hein. Alors c'est des aiguilles pour certains, c'est un écran pour d'autres, c'est tactile ou pas, il y a des boutons, bref, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Nous, c'est un affichage utilisateur, donc nous, on a notre petite expérience utilisateur, mais derrière, c'est tellement de choses. C'est une révolution dans l'automobile, hein. L'arrivée des ordinateurs de bord, ça a permis de contrôler le système mécanique de ta voiture. On le voit avec l'anti-pantinage qui te permet d'évoluer. On l'a vu aussi avec les essuie-glaces. Grâce à ton ordinateur de bord, il calcule s'il pleut beaucoup, si tu roules vite, donc il faut qu'il balaye plus vite. Ça permet de réguler le moteur, la pression du moteur. Certains, là, on parle de pression dans certains pneus, même si dans peu de temps, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, ça te détecte si tes pneus sont gonflés, sous-gonflés ou si tu es trop chargé. Et ça va te centraliser les fermetures, ça va te centraliser, je vais prendre des voitures électriques, tu vas même pouvoir lancer via ton smartphone une commande à ton tableau de bord en lui disant hey, moi je pars dans 15 minutes, j'aimerais bien que ma voiture soit tempérée à 20 degrés parce que j'ai pas envie d'avoir froid quand je prends mon volant. Et il va te faire ça, il va te dégivrer ton véhicule. C'est plein de choses. C'est ton téléphone devient la clé pour ouvrir ton véhicule. Et tout ça, c'est grâce à un tableau de bord. C'est des ordinateurs qui sont hyper puissants. Tiens-toi bien, hein, c'est plus puissant que le premier ordinateur qui nous a permis d'aller marcher sur la Lune. Hein, Ouais, ouais, on ouais. a ça dans une voiture, tout le monde a ça dans sa voiture. C'est une capacité de stockage qui est 100 fois supérieure à ce qui existait avant, et c'est très efficace. Ça nous permet de contrôler tout plus précisément. Alors, tu me demandais s'il y avait des voitures qui étaient définies comme étant les voitures avec des tableaux de bord et quand elles sont sorties. Alors, j'en ai sorti les trois plus anciennes que j'ai trouvées. Ouais. Chez Mercedes-Benz, la classe SW116, elle, allez, sortie en 1972, premier tableau de bord. Ouais, Bah, ouais, c'est vrai. 72. Beaucoup qui nous écoutent le connaissent pas. Bon, il y en a d'autres qui connaissent cette date-là. D'autres l'ont lu dans les livres d'histoire. Ensuite, c'est Cadillac Séville en 75 et puis BMW 7 série E23 en 77. C'est les premiers tableaux de bord qui sont arrivés et ça fait plus de 40 ans, quoi. Donc ça fait 40 ans qu'il existe des tableaux de bord et tant mieux, hein. Près de 50 ans, ouais, maintenant. Ouais, bah, On n'est me pas vieillis loin, pas tant que ça, hein. hein, allez. Voilà, voilà, je dis ça, je dis Voilà. rien. Donc, les tableaux de bord, en gros, ça a permis plein d'avantages, meilleure performance, meilleure efficacité des systèmes mécaniques. Ça a amélioré la sécurité et la conduite, hein, grâce à détection de la voiture devant nous, par exemple, grâce au tableau de bord. Aujourd'hui, hein, ça n'a pas toujours été. Les détecteurs de proximité, quand tu te gares, tu sais pas si tu es à 10 mètres ou à 10 centimètres du mur derrière toi. Ça a amélioré donc le confort de conduite, ça a amélioré la précision aussi, hein. Maintenant, quand tu tournes bien. Tu vois, tu n'es pas obligé de tourner 4 fois ton volant. Là, tout ça va être géré par ton véhicule et ça augmente évidemment la fiabilité en réduisant les défaillances humaines. Ça va même te réveiller. Toi, il va dire tu es en train de dormir, il serait temps que tu t'arrêtes. J'imagine bien un réseau électrique. Et puis, par la suite, on va le voir, mais l'intelligence artificielle qui va venir travailler tout ça. Bah, moi, voiture, moi, le fait, par exemple, ça me met au bout d'un moment, je pense que quand il doit sentir que je ne pilote pas totalement droit, ça me met besoin d'une pause. Vous avez l'air fatigué, en gros. Ouais. Il y a pas mal de choses et bon, on voit, moi, j'ai une voiture, tu sais, Connect avec Android Auto, d'ailleurs, une nouvelle version très sympa qui se Très rapproche sympa d'ailleurs, ouais, effectivement. d'Apple Car et ils ont bien fait effectivement de s'inspirer de ça parce que Mm. c'est vraiment très cool. Moi, je sais pas si tu te souviens, petit, mes parents ont une maison en Bretagne et donc quand on partait, mon père c'était un super héros parce que je me disais, il arrive à aller à des kilomètres et des kilomètres sans aide, il connaît tous les Ouais. chemins. J'avais l'impression que, tu sais, de mon père, j'avais pas notion de ce qu'était un GPS, mais dans sa tête, c'était un GPS et je me disais: «Plus grand, je serais Je- incapable de retrouver cette maison». Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois, Et je vois. vraiment,
parfois quand on allait à d'autres endroits, il y avait un système de cartes et j'avais l'impression, tu sais, un peu Benjamin Gates, tu sais, Indiana Jones, en mode, waouh, c'est une chasse au trésor, on doit arriver à un point A et autres et je me dis: «Je suis très heureux d'être né au moment où j'ai le permis», avec quand même l'arrivée des systèmes GPS parce que maintenant, je peux aller dans cette maison, mais c'est vrai que globalement, je suis tout le temps le GPS et on parlait un peu de sécurité. Ce confort-là est incroyable de prévoir des chemins, analyser les routes en fonction des accidents et de détourner et de changer. Quand est-ce que les premiers GPS pour toi, c'est arrivé? Qu'est-ce que ça te fait penser, ce Alors, système-là? tu vois, exactement comme toi, moi je voyais mon père préparer nos vacances. Nous, on n'allait jamais forcément au même endroit. On n'a pas les capacités financières de ta famille, hein. Évidemment, un nom à particules que tu as, c'est normal que tu aies des châteaux un petit peu à droite à gauche. Bien sûr, Donc nous, normal. on louait, des maisons à droite à gauche, mais jamais au même endroit et je voyais mon père préparer les vacances. Aujourd'hui, moi, jamais je ne prépare les vacances pour aller d'un point A à un point B. Je vais dans la voiture, je fais amener à destination, je suis bêtement discipliné. Il va même me dire, hey, attention, ici il y a un bouchon, je vais te faire passer par ailleurs du coup. Mon Mmh, père, il savait pas ça. Il prenait sa carte, c'était toujours des vieilles cartes, c'était énorme. Il prenait un fluo et il traçait sur la carte le chemin mmh. et il notait sur un papier les différentes étapes, les grands points clés pour arriver d'un point A à un point B. C'était magnifique, hein, mais c'était beau aussi parce que c'était un moment de partage à ce moment-là où il me faisait participer à mon voyage et je dirais pourquoi pas le refaire. Tiens, c'est une bonne idée ça. Pourquoi pas acheter une carte et avec les enfants. Alors, les enfants, c'est bon pour leur donner, Mmh. tu vois, un moment de Je te partage. je te laisse tester, vraiment et je te laisse me faire un retour d'expérience avec OK, plaisir. beh, je vais essayer, je te redirai. Mais je trouve ça sympa. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Encore une fois, j'étais le GPS, hein, puisqu'en fait, j'avais le papier, puis il fallait que je dise: «Où papa, faut que tu tournes à tel endroit, à droite». «Oui, oui, mais c'est dans 500 kilomètres, laisse-moi tranquille». Et j'avais pas notion des 500 kilomètres. Pour moi, c'était juste très, très loin. Grâce au GPS, donc on a eu plein de choses. Donc voi ça a travaillé sur la sécurité. Comme je te dis, maintenant, on va détourner d'un trajet en disant: «Bah, ici, il y a des bouchons, il y a un accident, passe par ailleurs, ça sera plus simple». D'autres, c'est attention, il y a un contrôle de sécurité, peut-être passe ailleurs. Enfin, ça a amélioré une autre sécurité, celle de ton permis de conduire peut-être. Mais ça a amené plein de choses, hein. Le GPS, comme dans le tableau de bord, tout ça est intégré. Ça a apporté des fonctionnalités qui sont juste bluffantes, hein. Aujourd'hui, on l'a vu, tu parles d'Android Auto par exemple. Dans Android Auto, on te propose aujourd'hui des chemins, des parcours écologiques, le moins polluant possible. Tu l'as peut-être vu, il y a une petite feuille verte qui apparaît en te Ouais, disant que cette route-là sera moins consommatrice de carburant, donc forcément, ça apportera quelque chose de beaucoup mieux. Donc, bah, moi donc j'ai un le petit socle, j'ai un petit boîtier, je m'excuse de t'avoir ouais, coupé. Quand, j'avais pris ma voiture, il m'avait offert un petit boîtier et qui en fait te génère sur une application une note, de conduite, ah oui, en termes d'écologie. Donc, mmh, alors en gros, pour les tout petits trajets, c'est intéressant, mais disons qu'au quotidien, ça te permet d'avoir quand même une notion un peu de comment tu as conduit, un peu ton système d'emploi, d'utilisation moteur, de rejet de particules, on va dire et je trouve ça super intéressant parce que tu ouais, as pas forcément conscience, ça te permet un peu d'adapter, tu sais, ta ta conduite conduite, en fonction. Moi, je sais que mon tableau de bord me dit, par exemple: «Tiens, on te conseille de changer de vitesse à ce moment-là et de passer sur cette vitesse». Donc il y a des moments, c'est pas possible parce qu'il y a des moments, toi, tu as la vision de la route et tu es obligé de t'adapter en fonction, mais tu as quand même une petite aide en disant: «Niveau moteur et niveau écologie, si tu passes sur cette vitesse-là, c'est mieux» c'est ça. et c'est fort quand même. Les constructeurs l'intègrent. Moi, dans ma voiture, c'est intégré. J'ai une note sur 100, en fait, sur tous mes trajets. Et tant que j'ai pas remis à zéro, ma note fluctue. Et c'est une feuille qui se remplit, une feuille d'arbre qui se remplit au fur et à mesure de verre. Et Ouais. j'essaye toujours d'être à 70. C'est débile, hein, mais j'essaye toujours d'être à 70. Moi, quand on me donne un score à faire, j'essaye de Non, mais l'atteindre. ça, c'est OK? obligé, ça, c'est normal. C'est Et du coup, malin, j'essaye. c'est Ouais. très, très malin de développer La ça. gamification de l'écologie est hyper intéressante et j'essaye donc je change mes rapports correctement, je freine moins et je fais du freinage moteur en ralentissant, en anticipant mon freinage ou ma réaccélération. Donc je gère dans les descentes, je n'accélère pas. Si je suis déjà à 110, je suis à 110, c'est bien, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc je laisse couler ma voiture en restant à 110 et j'utilise énormément. Donc il y a plein de systèmes de sécurité comme les airbags et compagnie anti-blocage, mais j'utilise un truc, moi, personnellement, que je trouve hyper intéressant, c'est le régulateur de vitesse. Je pose Ouais. ma vitesse à 130 quand je suis sur autoroute et je n'y touche plus.
Je Ouais. viens que freiner si j'en ai besoin. Ça m'aide énormément à garder, un rythme correct, garder mes points déjà d'une part, mais aussi à ne pas consommer inutilement et quand j'ai besoin Ouais. d'accélérer, j'ai une voiture assez puissante pour accélérer si besoin est et donc ouais, tous ces systèmes sont intégrés dans le véhicule. Ça permet, des assistantes de freinage, tu vois? Il va te dire: «Freine plus vite» et même quand tu vas freiner, en fait, c'est lui qui va parce que tu sais, bloquer tes freins, c'est pas bon. Appuyer comme un débile sur tes freins, tu vas glisser et heureusement que tous nos systèmes de sécurité sont là parce qu'en fait, quand tu appuies sur ton frein, il va pas bloquer tes freins. Il va parce que si tu bloques Mmh. tes freins, ils vont souder à Ouais. ta à ton disque et du coup, ben, en fait, tu as plus de frein, quoi. Tu es sur un patin à glace. Est-ce que tu as des freins sur un patin à glace? Pas trop, hein, c'est pas ça. Ça va Et t'amener plein de choses. on fera un after dessus justement, l'évolution des patins à glace. Tiens, ça peut être intéressant, tu vois? C'est ça, D'hier je à demain. d'ailleurs, alors, je n'y connais rien, mais j'irai voir. C'est voilà, Tu peux pas tu tout vas voir, connaître. ton GPS va être groupé à tes capteurs, pour te donner l'anti-collision, la stabilité, le maintien des voies, enfin, plein de choses comme ça qui est hyper intéressant et demain, on aura sûrement des voitures, hyper autonomes, très, très autonomes d'ailleurs, hein. De toute façon, quand tu vois maintenant l'évolution des GPS, des tableaux de bord, des systèmes d'airbag, des sécurités, des avertisseurs de choc qui te peuvent même piler à ta place, parce que la mienne fait ça, par exemple, tu vois? Alors parfois, si le capteur est un peu trop sensible, faut faire attention. Ouais. Mais, là, on est vraiment, on va dire, dans le présent de ce qu'il nous apporte. On voit maintenant quelque chose qui se développe de plus en plus, tu viens d'en parler, les voitures autonomes. On pense à Tesla, au Google Car, éventuellement peut-être Apple Car dans les prévisions. Qu'est-ce que, pour toi, est-ce que ça va se démocratiser? Est-ce que vraiment ça restera un point de vue de gadget? Est-ce que ça va se développer? Il faut que tu te mouilles un peu là, Nico. On Ah compte oui, sur oui, toi, on non. a besoin de ton avis. Là, on parle de présent qui bascule vers le futur, un peu, la DeLorean, tout le monde s'en Ouais, souvient, mais hein, vraiment, voilà. Et qu'est-ce que tu en penses? Et pour toi, aujourd'hui, à ton avis, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce sera utilisé? Dis-moi. Oh, plus que ça en tout alors cas, parce qu'on sait que ça fonctionne, mais, est-ce que ça va se démocratiser? Alors pour moi, c'est presque la fin, presque une conclusion comme on peut faire, sur l'épisode. La voiture, autonome, on en connaît une. Tu connais une? Tu te souviens de K2000? Oh là là, K2000 Kit K2000, avec le faisceau ouais, rouge alors devant. Ah, c'était pour ceux énorme qui ne ça. le connaissent pas, je vous ai mis une photo dans les notes de l'émission, mais K2000, c'était, déjà les prémices, de la voiture enfin c'était pas c'était même pas les prémices, c'était, l'imaginaire, de ceux qui ont créé la série. Et comme beaucoup de choses, hein, généralement, d'abord la fiction et ensuite la réalité colle à la fiction. Alors, dans certains cas, c'est bien, dans d'autres, ça ne l'est pas. Mais en l'occurrence, K2000 était précurseur, hein. Donc, c'est une conduite autonome, hein. En gros, tu appelles ta voiture, elle vient. Tesla a fait un truc comme ça sur les parkings. Tu lui dis, hé, viens me chercher, tout. Elle vient près de toi. Alors, dans les parkings, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait comparer K2000 à Tesla, dans à moindre mesure évidemment, parce que K2000 c'est de la fiction, mais la conduite autonome, c'est une étape hyper importante selon moi pour l'évolution des voitures. À plusieurs raisons, hein, ne serait-ce que la sécurité. La plupart des accidents sont dus à une erreur humaine. Tu prends ton téléphone, t'as bu, t'es fatigué, t'as pas fait attention, t'as pas vu le ballon, t'as pas vu l'enfant trouvé, enfin, t'as loupé une priorité. Les gens ne sont pas de base des tueurs en voiture, c'est de Bien sûr. l'inattention, l'accidentel. Et donc, la voiture autonome va régler, à mon sens, pas mal de problématiques, même si aujourd'hui, beaucoup disent: «Ah ouais, mais la voiture autonome a encore tué quelqu'un». Oui, enfin, ils font des tests sur des milliers de millions de kilomètres et effectivement, il y a des accidents et tout accident est à déplorer, évidemment. Mais si on s'était arrêté à ça, aujourd'hui, on ne serait pas dans un avion parce que souviens-toi, les premiers aviateurs, ils se sont tués quand même, hein. Ils ont testé des avions, Non, ils se sont écrasés, ils sont morts et totalement, après mais je pense que ça fait peur pour certains. En fait, c'est ça. je pense que le fait que quelque chose fasse une action à notre place fait peur et puis il y a des réglementations en fonction des Ouais, pays, en fonction des lois, en fonction des normes, bien évidemment et comme tu dis, tout accident est déplorable et bien évidemment, on ne veut pas, enfin est à déplorer et on ne veut pas que ça arrive. Mais, on sait que ça se développe, on sait que ça ouais. marche. On avait déjà les voitures qui pouvaient se garer sans toit. On voit que maintenant il y a des trajets qui sont faits énormément et au niveau du futur, ça va continuer à se développer, ça c'est sûr et Bah, certain. Est-ce que vraiment, dans 50 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, est-ce que vraiment à la fin, on ne passera pas juste un permis qui sera un permis d'assistance de véhicule autonome avec la possibilité évidemment de reprendre en cas de défaut, mais ce ne sera pas un permis totalement différent, allégé? Voilà, je vais loin directement pour pousser un peu le raisonnement, mais est-ce que ça ne va pas totalement changer ce business model-là?
Moi, je pense carrément que les permis devraient disparaître par la suite parce qu'en fait, tu te souviens du cinquième élément, les voitures volantes, où la voiture, elle conduit toute seule, elle a pas besoin de toi et on sera plus des passagers d'un véhicule qui ne sera peut-être même pas le nôtre. On va prendre un véhicule qui passe devant nous, on s'assiera à l'arrière, à l'avant, enfin peu importe. On l'a vu, hein, chez Google, il y a même pas de volant sur la voiture, les voitures qui sont proposées. Donc si on revient un petit peu déjà pour redéfinir, ce qui est, les conduites autonomes, hem, ça a été normé et défini par la Société industrielle automobile, la SAE, qui définit 5 niveaux d'automatisation. Alors, niveau 0, rien, c'est tu tiens le volant, tu te débrouilles comme un grand, c'est toi qui conduis. Le niveau 1, c'est l'assistance dit minimale. Le véhicule peut aider sur certaines tâches, telles que, bah, tu l'as dit, hein, le maintien de la vitesse, le freinage d'urgence, mais le conducteur reste totalement en charge de la conduite. Le niveau 2, c'est une conduite partiellement autonome. Le véhicule, il peut effectuer certaines tâches, pas trop hein, de conduite, mais comme prendre une certaine direction, de l'accélération. Sur les autoroutes, ça peut être très pratique, hein, parce que c'est très normé l'autoroute. Mais le conducteur doit pouvoir reprendre le volant assez rapidement. D'ailleurs, on demande que le conducteur ait les mains sur le volant. D'ailleurs, il reste responsable de la conduite et des accidents potentiels. La conduite numéro 3, le niveau numéro 3, c'est la conduite sous supervision. Là, tu l'as dit, c'est peut-être le permis de assistant voiture autonome. Il peut effectuer, donc ta voiture, grâce à ça, va pouvoir effectuer la plupart des tâches de conduite et, et le conducteur devra quand même pouvoir être en mesure de reprendre le contrôle, mais bon, si jamais il peut s'endormir un petit peu, c'est pas grave. Si tu vois, la voiture va négocier pour lui Ouais. le virage s'il faut, va pouvoir faire des choses. Et enfin, le Graal du Graal qu'on aimerait, la conduite 4 et 5, ce sera une conduite complètement autonome. Le véhicule pourra faire toutes les tâches. Tu lui diras, je veux aller de là à là, et il se débrouillera. Que ça soit en pleine ville, en campagne ou sur des autoroutes, peu importe, il pourra voir grâce à des systèmes de lidar pour des systèmes qui va pouvoir voir ce qui se passe sur la route, des capteurs, des choses comme ça, voir tout ce qui se passe, définir s'il y a un danger potentiel ou pas, et s'arrêter, freiner, accélérer, faire le nécessaire, doubler s'il y a besoin pour mettre en sécurité les passagers du véhicule. D'ailleurs, il y a une grosse polémique autour de ça. Si il y a quelqu'un qui est au milieu de la route, qui faut-il protéger, le passager de la voiture ou la personne qui est devant toi? Par défaut, on ne sait pas encore. A priori, ce serait C'est le ça, passager. c'est ça. C'est les C normes qui sont. Enfin, il y a beaucoup de choses à développer et à travailler. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vois, on a déjà évolué pas mal, hein. On est passé, de la voiture où il fallait presque pousser toi-même ta voiture, la direction pas assistée, assistante, où il fallait tirer dessus comme un malade. On est passé sur des voitures avec des niveaux de 2 à 3. On a des voitures qui sont un peu autonomes, hein, qui arrivent à faire pas mal de choses. Par contre, les voitures 4 et 5, elles seront pas encore disponibles sur le grand public, c'est trop compliqué. Il y a énormément de paramètres à faire. Ensuite, les normes sur la route ne sont pas les mêmes de pays à pays. On roule à gauche pour certains, on roule à droite pour d'autres. Les panneaux ne sont pas définis tous identiques. Donc, c'est un peu compliqué d'adapter ça. Et puis après, ben, il y a la loi. Qui sera responsable en cas d'accident? Est-ce que c'est le constructeur ou le conducteur à voir? Donc, c'est des choses qui sont en phase d'être résolues, solutionnées, et ça va pouvoir faire avancer ça. Alors, on l'a vu, hein, certains se sont vantés, comme Elon Musk, de dire que sa voiture était totalement autonome d'ici 2 ans. Il s'avère que la vidéo qu'il nous avait montrée était un fake, et c'est dommage parce que du coup, on se retrouve avec un faux espoir. Mais je suis persuadé que c'est des choses qui vont arriver très très rapidement, et c'est pour le bien de tout le monde parce que je sentirais plus mon fils en sécurité dans une voiture qui est conduite toute seule plutôt que lui au volant. Tu vois, il rentre de Ouais, soirée, je préfère que c'est la voiture qui le ramène. après, de toute façon, ah oui, parce que déjà, il y aura la notion de fatigue, C'est ça. de réflexe, d'alcoolémie, de drogue. Je ne souhaite pas à ton fils, bien évidemment, de, Évidemment. de les prendre, mais globalement, on ne sait jamais si demain un conducteur est amené à être comme ça. Donc voilà, ça peut entraîner des dérives d'un côté, de l'autre. On n'est pas là, nous, pour vraiment parler trop politique dans ce niveau-là, mais de dire que c'est possible, ça existe et que ça se Mm. développe. L'intelligence artificielle va, pour moi, augmenter et magnifier peut-être c'est ce qui va se développer dans l'avenir. Moi, pour finir, on en avait parlé. J'avais juste parlé un peu, tu sais, j'avais regardé au niveau des autoroutes. J'avais vu que moi, c'était à l'époque, c'était en Allemagne, je crois que j'avais vu ça. Tu sais, où les rainures blanches, tu sais, qui te permettent de mettre des vibrations et ça peut éventuellement te réveiller en cas de, tu vois, de Ouais. somnolence ou ce genre de choses. Ils avaient fait un système où quand tu roulais dessus, ça diffusait de la musique classique.
Et j'avais Ouais. trouvé ça incroyable. Voilà, technologiquement parlant, c'était un concept et je trouvais ça sympa. J'ai vu que tu avais fait des recherches et que tu avais mis une vidéo. T'en penses quoi, toi? Parce que j'avais Ouais, trouvé ça vraiment sympa. au 1er point, je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait, tu roules». Ils ont mis des bandes, c'est un peu comme les bandes à trous, tu sais? Avant, tu avais, des appareils à bande avant les vinyles, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, les appareils à bande où c'était des bandes Mmh. perforées qui passaient Mmh. dans un instrument et qui faisaient de la musique à chaque fois, qui venaient taper sur une petite cloche, si tu veux, ou une corde qui venait taper quand le trou était là. Donc l'appareil tapait dessus, donc les aiguilles tapaient sur la corde et ça faisait de la musique. Et bon, finalement, ils ont fait la même chose. Ils ont peint des rainures de façon à ce que les unes derrière les autres, quand tu roules à une certaine vitesse, tu obtiens une musique. Alors c'est assez amusant, hein, franchement. Je vous ai mis d'ailleurs la vidéo, comme tu le disais, Sylvain, sur les conducteurs. Allez écouter ça, c'est bluffant. Bon, il s'avère que c'est amusant, mais les riverains qui sont à côté de ça entendent aussi la musique. Parce que c'est pas à l'intérieur de l'habitacle, c'est le bruit de ton véhicule qui va changer au fur et à mesure. Et du coup, les habitants entendent ça et c'est une Ah ça nuisance sonore impressionnante. Ça peut être gênant si t'as pas, tu sais, les fameux panneaux ou les fameuses Ouais, c'est routes un ça. peu isolées, au niveau phonique par rapport à ça, je suis d'accord. Mais je Mais trouvais que finir sur c'est ça, c'était intéressant. une petite note sympathique de musique et donc voilà, c'était, un Mais peu le Google YouTube Music, Spotify ou Apple Music version route globalement ouais, et je trouvais ça musique sympa. classique, hein, qui plus est, hein, c'est amusant, et vraiment intéressant. Alors, on pourrait imaginer, pour terminer, que, l'avenir de la voiture, comment tu l'imagines, toi, l'avenir de la voiture, finalement, si on clôture en 1 minute? Bah, il y a une partie de moi, on va dire, qui a grandi avec, avec Retour vers le futur et qui s'imaginerait une voiture, qui pourrait voler et qui pourrait, effectivement aller, à des vitesses incroyables. Un mélange un peu avec le sixième sens comme tu dis, 5 élément pardon. 5e élément, ouais. 6 sens n'a rien à voir, hein. Il y a juste un chiffre, mais, qui lui par contre, pour le coup, serait amené à nous emmener d'un point A à un point B, donc avec une possibilité peut-être pour des gens qui n'ont des restrictions en termes de déplacement que ça pourrait aider. Il y a quand même des usages. Et puis je me dis, là, dans un avenir plus proche et peut-être plus raisonnable, avec effectivement un développement des voitures autonomes, avec peut-être des technologies de sécurité améliorées en termes de freinage, en termes d'habitacle, en termes de connectivité, de multimédia et d'intelligence artificielle, avec effectivement un développement des assistants personnels en voiture qui se fait de plus en plus présent. Et Ouais. il y a les deux visions, on va dire. C'est ça, mais je vois bien les voitures volantes, hein. Moi, on me les avait vendues pour l'année 2000. Vous verrez, vous aurez tous des voitures volantes qu'on me disait. Bon, n'importe quoi. Ceci dit, on n'en est pas loin. On a des taxis volants grâce à des drones, hein. C'est pas des voitures, c'est des drones et donc on n'est pas loin du truc et c'est plutôt intéressant, à voir. Donc la conduite autonome, moi, je pense que dans très peu de temps, on l'aura donc allons-y, gaiement. Faisons en sorte que tout ça, ça soit réalisable. Donnons des possibilités aux constructeurs d'avancer un petit peu dans ce sens-là. Moi, je vois bien des véhicules complètement autonomes qu'on utiliserait en permanence comme des taxis. Un peu ce serait comment on appelle ça, des trucs grand public, pas grand public, comme les bus. Tu prends Ouais, ton des bus, transports les avec à la limite transports en commun. un Voilà, système d'abonnement, tu sais, c'est un ça. pass Navigo, pour Et ceux qui sont en l'avantage, c'est qu'elle Île-de-France. pourrait aller n'importe où et elle réunirait des gens assez facilement grâce à l'intelligence artificielle. On viendrait réunir les gens qui vont tous dans un même point. On leur Ouais, dirait réunissez-vous là où je viens vous chercher et on va tous au même endroit parce que j'ai calculé que le trajet, si je passe chercher Pierre avant Paul et ensuite je vais voir Marie et Josiane, eh ben on peut arriver à telle heure en même temps avec un seul véhicule. Voilà, c'est ça, on peut imaginer pas mal de choses. Donc c'est ça. je suis quand même impatient et si je n'aimais pas l'automobile avant, aujourd'hui, je me dis que vu que j'adore la technologie, eh ben, franchement, c'est quand même pas mal les voitures. Ça a révolutionné le monde, les distances, ça a diminué, ça nous a permis de nous rencontrer et franchement, c'est top. À voir dans 10 ans ce que ça va donner, mais C'est ça ça, c'est devrait une des être plus vraiment grosses présent. évolutions, de vie, d'époque et donc c'était important d'en parler. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, Sylvain. Merci. Merci à toi d'être là avec moi ce dimanche matin, Merci d'enregistrer beaucoup, ce superbe épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et s'il vous a plu, si plaisir. vous êtes encore là,
au bout d'une heure et demie, 1 heure et quart d'émission. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur patreon.com/MikeRambourg. Tout euro est bon à prendre, hein. Il faut que je m'achète une voiture volante électrique autonome. Donc du coup, il nous faut beaucoup de sous. C'est pour la tester, hein, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le Non, travail. bien sûr, bien Et sûr. donc voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu, à votre entourage, à vos amis sur les réseaux sociaux. Laissez-nous un commentaire via votre application de podcast préférée. 5 étoiles, ce serait bien. Et puis un petit commentaire nous disant j'ai adoré cet épisode, ou au contraire, vous n'avez pas abordé tel ou tel sujet, et pourquoi pas faire un autre épisode. Si on a oublié tellement de choses qu'on peut faire un autre épisode, ce serait génial. Voilà, je vous remercie Sylvain, je vous remercie tous pour votre écoute. Merci et je vous souhaite beaucoup. une agréable journée et un prochain rendez-vous du CKB Show très très rapidement. Allez, ciao, bonsoir. Ciao tout le monde.